Beaucoup. Je vous demande d'accueillir s'il vous plaît Monsieur Jacques Perrin, le réalisateur du film, Oli Barbet, le producteur exécutif du film, Stéphane Durand, l'auteur et conseiller scientifique, et Monsieur Gilbert Cochet, qui est également le conseiller scientifique du film. Et je vais vous laisser avec ces messieurs qui ont beaucoup plus de choses que moi à vous dire. Merci. Pardon. Merci, bonsoir. Donc, je vais me mettre sur ma siège. Et 2 minutes et on va s'asseoir. Je vais essayer de résister un petit peu en étant debout. Venez, voilà. La place, Donc Stéphane qui a écrit le commentaire, qui a écrit aussi les livres qui accompagnent le film. Il y a un beau livre, la collection des beaux livres. Chez un bel éditeur, c'est-à-dire Actes Sud. Et puis, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Pardon, bonsoir. L'installation est toujours un peu lente, mais on y arrive. Je vais vous donner le deuxième micro, ou peut-être on va essayer de faire sans micro les questions, voir si ça passe. Oui, si ça on peut peut-être évoquer un petit peu ce film que vous venez de voir, donc, qui nous a pris, contrairement aux autres films précédents, beaucoup moins de temps. Il nous a pris que 2 années de réalisation, moins de 2 années, avec différentes équipes, donc ce qui multiplierait d'autant le temps de tournage. Et puis, voilà, ça fait suite au peuple migrateur, ça fait suite à Océan, où on s'interroge un petit peu sur nos cousins de planète, sur les animaux. Et comme on voulait revenir un petit peu sur un territoire qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'Europe, et bien comme l'Europe, quand on voit la diversité des animaux qui peuplent l'Europe, elle est assez pauvre, assez maigre, parce qu'il y a toute une histoire qu'il faudrait illustrer. Et en même temps, on s'est dit, puisqu'on va faire une chronique des animaux, on va faire aussi cette chronique inscrite dans le temps, donc chronique du temps. Et donc là, on retrouve une diversité, il y a, comme vous l'avez vu, il y a 8000 ans, il y a 10 000 ans qui était fantastique, qui était diversifiée, formidable, exubérante. Donc on a commencé à la période qui était austère, c'est-à-dire le gang de glace qui couvrait une grande partie de l'Europe et sur lesquels il y avait quelques animaux qui résistaient avec d'une façon farouche, d'une façon volontaire, courageuse. Donc on s'est dit, on va commencer comme ça. Et puis, comme vous l'avez vu, comme vous le savez, est venu un premier réchauffement il y a 10 000 ans, 12 000 ans. Et dans ce premier réchauffement est apparue la toundra. Et puis, quelques temps après, aux merveilles, est venue la forêt qui couvrait, exactement comme la glace auparavant, mais toute l'Europe. Et dans toute l'Europe, une fois que, la forêt est venue, il y a des animaux qui aiment bien abriter, qui aiment bien la forêt. Ils venaient du Moyen-Orient, ils venaient du bassin méditerranéen. Ils ont monté jusqu'à ce plateau, cette immense étendue dans laquelle nous vivons et qui a été envahi pendant très longtemps par les autres, c'est-à-dire les autres, nos cousins de planète, par les animaux. Donc cette chronique du temps, associée bien sûr à la chronique de tous ces animaux, dont certains nous restent encore. Bien sûr, si on va chercher aux frontières de l'Europe, il existe encore des grands animaux, type l'élan, le bison, mais en ce qui concerne la France, il n'y a pas grand-chose. Donc avec l'illusion de tracer cette grande chronique, on peut être intéressé dans toutes les étapes, les périodes de temps qui ont été traversées, et puis jusqu'à l'état actuel, où l'homme n'a pas été bienveillant vis-à-vis de la diversité, vis-à-vis des animaux. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a quand même une conscience qui date, pas très lointaine, qui date il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, où malgré tout, on se dit, où les collectivités, les gouvernances, et puis les hommes, tout simplement, la société, est-ce qu'on a bien fait d'être aussi actif pour la destruction d'un continent qui avait une autre allure il y a 8000 ans, il y a 3000 ans. Donc voilà le film que l'on veut faire, qui n'est pas du tout un film qui est empreint de catastrophisme. On n'est pas là pour se complaire et dire c'est terrifiant. Il y a des films qui l'expriment, ou des œuvres, ou des articles qui expriment à quel point on est rendu malade de la nature parce qu'on est un peu malade dans notre tête et on ne s'est pas rendu compte quand même que ce que l'on abandonnait, c'était terrible pour la diversité, pour les animaux, mais aussi pour les plantes. Et dans ce que l'on a détruit, on a perdu un peu de notre âme.
Donc il est temps de se reprendre et de laisser un territoire qui a été primitivement celui des animaux, de le laisser entrouvert et de s'apercevoir que ce n'est pas le nôtre, c'est celui de tous les êtres vivants. Donc il était temps, et je crois, il y a des manifestations, il y a des grandes réunions politiques qui se passent, la COP21, etc., qui nous laissent penser que, ben non, c'est pas fini. Et c'est pas le catastrophisme. Et c'est pas, non, ici et là, on a des indices, non pas simplement par les instances internationales, mais ici, là, dans chaque province, dans chaque site de la France et au niveau de l'Europe, il y a des associations. Il y a même des gens qui sont intéressés par une rivière, qui en sont intéressés par un petit bout de forêt. Parce que là, il y a une diversité d'animaux qui est prodigieuse. Et ils se penchent dessus pendant des mois, des années. Et c'est là où on se rend compte que, mais non, on n'est pas sur une planète, un hémisphère foutu. Non, tout peut repartir parce qu'en puissance, tout est là. Donc voilà, c'était le petit préambule, si vous permettez, que je voulais vous adresser. Maintenant, d'autres voix, et ô combien scientifiques, et ô combien beaucoup plus perspicaces et beaucoup plus, voilà, régies de renseignements que je ne le suis. On continue, si vous voulez. Est-ce qu'on est d'accord pour prendre des questions, Jacques? On Mais commence bien tout de sûr. suite. Alors, qui veut se lancer ce soir pour la première question, peut-être? Sinon, Gilbert, tu as- C'est toujours la plus compliquée, évidemment. Allez, madame, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voudrais savoir où a été tourné ce film. Eh bien, Oli. Oli, tu peux répondre peut-être. Oli est notre producteur exécutif. Donc, tout ce qui s'est passé, si les lieux ont été mauvais, c'est de sa faute. Si, voilà. Donc, il va essayer de s'excuser auprès de vous. Allô? Oui, ça marche. Donc en Europe. Hein. Alors, beaucoup en Norvège pour tout ce qui est le début du film, les bœufs musqués. On est parti au-dessus du cercle polaire rechercher les bœufs musqués. On a beaucoup tourné en Pologne aussi, parce qu'en Pologne, c'est le seul endroit où mes camarades scientifiques nous ont dit que c'était là où restaient les dernières forêts primaires, à la frontière de la Biélorussie. Là, on a tourné dans une forêt qui n'a jamais été exploitée depuis plus de 1000 ans, parce que c'était la forêt dédiée au roi de Pologne, aux tsars, enfin ça dépendait de leur guerre dans ce coin-là, mais enfin en tout cas, la forêt n'a jamais été exploitée, jamais coupée, et donc il n'y a eu aucune espèce invasive, elle était protégée, c'est la seule forêt dite primaire scientifique dedans. On a tourné aussi en Roumanie pour les ours, parce qu'il y a une grande population d'ours sauvages là-bas. On a tourné en Suisse. On a tourné, et puis on a beaucoup tourné en France. On a retrouvé des forêts en France et des lieux, beaucoup en France, quoi. Et puis aussi on a tourné en Écosse. Et je crois que j'ai fait le tour. Et on a tourné en Hollande. En Hollande, parce qu'en Hollande, il y a beaucoup de programmes de réensauvagement. Et donc on a retrouvé les chevaux sauvages que vous voyez, les chevaux Koenig Polski, dont Stéphane et Gilbert pourront vous les décrire. En fait, ce sont tout ça des programmes de réensauvagement qui ont beaucoup lieu en Hollande et dans le nord de l'Europe. Qu'est-ce que le réensauvagement, Oli? Je vais laisser mon camarade Gilbert répondre. Oui, c'est un mouvement récent. Le rewilding, donc le réensauvagement, depuis, je dirais, peut-être une dizaine, vingtaine d'années. C'est vraiment très récent. L'idée, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que notre paysage européen a été très appauvri. Le sauvage a pratiquement disparu. Et donc, soit on se dit, bah, c'est terminé, c'est fini, ça ne reviendra plus, soit, au contraire, on a une approche complètement différente. Souvent, je fais la comparaison avec des monuments culturels. Si vous avez une ancienne abbaye, un ancien château qui s'effondre, on est obligé de le reconstruire pour le réparer. La nature, ce n'est pas du tout ça. Si vous avez des forêts qui ont disparu, elles sont encore là potentiellement parce que les essences sont là. Il faut leur laisser le temps. Elles vont repousser. Alors bon, ça prendra quelques temps, 200, 300, 800 ans, 1000 ans. On sera peut-être encore là. L'espérance de vie est en train d'augmenter régulièrement. Donc, hein, j'ai lu dans la presse qu'elle arrive à des... Ah oui, mais juste l'année 2015, pour pouvoir remonter après. Donc, alors, le réensauvagement, c'est ça, c'est laisser certains habitats, certains milieux, et notamment la forêt, revenir d'elles-mêmes. Et puis le petit coup de pouce, c'est de remettre les espèces qui ont disparu. Parce que les espèces qui ont disparu peuvent revenir d'elles-mêmes, mais en même temps, elles ont besoin souvent de coups de pouce pour que ça aille un peu plus vite. Je vous donnerai simplement un exemple. Dans la région Rhône-Alpes, on avait des vautours, 4 espèces de vautours qui ont tous disparu. Ils ont été réintroduits. Et maintenant, ils se reproduisent, ça se passe très très bien.
quand on a fait notre tour de France, des avant-premières, on a essayé de lancer des idées un peu audacieuses comme ça, de réensauvagement, de retour en France. On était à Chamonix, en voyant ces forêts dans les Alpes magnifiques et tout. Et on leur a dit, bah, écoutez, on vient de Roumanie, des Carpates, 6000 ours, même densité humaine que nous. Et on se retrouve ici, 0 ours dans les Alpes. Donc on a vu avec le maire de Chamonix, il a été obligé de dire oui, puisqu'il y avait tout le public qui était là. Et donc on va réintroduire l'ours dans les Alpes françaises. Après on était à Orléans, forêt d'Orléans, 50 000 hectares. Et puis alors on dit, ah ouais, finalement, le bison, il ferait bien dans la forêt d'Orléans. Et donc il y avait la responsable de l'ONF là, et qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle était d'accord. Donc voilà, alors c'est ça, le réensauvagement, c'est quelque part une nouvelle approche. C'est-à-dire vraiment être complètement d'accord sur un point, la nature elle-même se porte très très bien. En fait, il suffit de se retirer un peu, et ça ne veut pas dire que l'homme n'a plus sa place, mais c'est l'homme contemplatif. Celui qui passe et ne laisse pas de traces, il a toute sa place. Voyez? Si par contre le bonhomme il arrive, il dit moi je viens juste avec ma tronçonneuse, mon fusil, mon troupeau de moutons derrière, là c'est plus tout à fait pareil, quoi. Si vous voulez, il va y avoir un impact. Mais on a besoin de ce retour, on a besoin de ce réensauvagement. Gilbert, si à chaque date de tournée Provence vous arrivez à réintroduire une espèce, j'appelle Jérôme Sédou, on double la tournée Provence. Mais c'était fait pour ça, oui, en effet. Et parce que nous sommes très audacieux. Et ce qui manque dans notre monde, et notamment dans le monde politique, c'est l'audace. Et avec, vous voyez, le bison, c'est tout simple. Quand on dit le bison, ah non, c'est pas possible, c'est une grosse bête, vous avez vu ces animaux absolument extraordinaires. Le bison a été réintroduit en Allemagne, dans un secteur où il y a 600 habitants au kilomètre carré. Il y a une vingtaine de bisons qui ont été réintroduits, entièrement sauvages. Ça se passe très très bien. Donc nous, la place dans la nature, elle y est très largement. Par contre, il faut faire une place dans la tête des hommes. Et là, c'est là que notre rôle est important, et le vôtre aussi. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez ou pas? Ça va? Oui, je crois qu'on vous perçoit, oui. Merci beaucoup déjà pour ce film. J'aurais deux questions un peu techniques. La première, c'est qu'on voit assez fréquemment, en tout cas surtout au début. Ah, c'est mieux. Bonsoir. Donc, on voit au début du film, surtout, et même tout le long du film, des séquences avec des petits animaux, des insectes. Et je me demandais si c'était des prises de son réelles ou si c'était des bruitages qui avaient été rajoutés. Parce que autant certains sons ont l'air tout à fait authentiques, autant pour des insectes, je me posais cette question-là. Et j'avais aussi une deuxième question, globalement aussi technique. Comment est-ce que vous avez fait pour prendre certaines prises de vue qui sont assez exceptionnelles? Je pense d'une part à des combats d'animaux qui sont clairement authentiques, ou en tout cas qui paraissent authentiques, ou par exemple le vol de scarabée, des choses comme ça, que personnellement j'avais jamais vu. Je réponds à tout. Alors dans l'ordre, les prises de son, c'est du naturel, hein, c'est des prises de son directes. Alors pas sur, c'est pas le micro de la caméra, hein, c'est une équipe d'ingénieurs du son qui se déplace dans la même forêt, mais qui est décalée de, soit c'est en même temps, mais c'est décalé de quelques kilomètres, soit ils arrivent avant ou après le tournage image, mais c'est vraiment in situ. C'est sous la houlette de Philippe Barbeau, qui est vraiment le maître ingénieur du son pour tous les films de nature, un peu exigeant. Il a le matériel dernier cri et il passe des semaines, des mois immergés dans la nature pour capter les sons les plus ténus. La deuxième question, c'était... Sur les prises de vue incroyables. Ouais. Alors les combats, oui. Les combats, c'est, comme vous disiez, authentique. Le combat des ours, le combat des cerfs, le combat des chevaux, tout ça, c'est l'authentique pur jus. Donc il faut juste être patient, être là au bon moment, quoi. Le combat des ours, on y était avec Gilbert et avec Jacques aussi, on s'y attendait pas vraiment, quoi. Ça s'est fait sous nos yeux, on était là tous les trois avec l'opérateur Philippe Garguil, et voilà, c'est quand même assez extraordinaire à vivre, parce que quand ils gueulent les ours, c'est très très impressionnant. Le brame des cerfs, c'est Laurent Charbonnier dans les forêts de Sologne. Le combat des chevaux, c'est Jérôme Bouvier dans les Dombes. Non, voilà, donc tout ça, le combat des chamois et des bouquetins dans les Alpes, c'est encore Laurent Charbonnier. Donc voilà, tout ça, c'est des prises de vue sauvages.
Et il y a ce plan. Oui. On peut s'approcher des animaux qui sont comme ça en colère, comme l'ours. Et donc c'était impressionnant. Et on a une photo qui résume très très bien ce qui est arrivé. Parce qu'il y a une photo où on voit une caméra toute seule, et devant la caméra il y a un ours. On ne voit pas l'opérateur. C'est peut-être parce que l'ours il s'est approché un peu de la caméra, et d'une façon qui nous semblait un peu hostile, donc tout le monde a déguerpi. Donc c'est pour dire que l'on est véritablement dans la nature sauvage. Mais la nature sauvage, je veux dire, ça ne veut pas dire une nature méchante. Et que de temps en temps, il faut une certaine approche. De temps en temps, oui, il faut se méfier. C'est bien. Tous les animaux sauvages, libres, donc, ne sont pas devenus dociles. Ils restent sauvages. Et de temps en temps, ben voilà, je crois, auprès de l'homme, il faudrait se méfier beaucoup plus, parce que ce que peut faire l'homme par rapport à son environnement, à la nature, c'est quand même beaucoup plus offensif que ne sont les animaux. Mais de temps en temps, il faut faire attention. Donc ça a été vrai pour les ours, ça peut être vrai, ça pourrait être vrai avec des loups, mais je dois dire qu'il y a deux types de tournage. Le tournage avec des animaux sauvages, donc vraiment sauvages, là c'est le talent et l'expérience de l'opérateur qui s'approche pendant des heures et des journées, et même sinon plus de l'endroit du site où l'animal sauvage est censé passer. Donc il attend, à l'affût, couvert de feuillage et sans nul bruit, et puis il peut filmer. Puis il y a les autres animaux, comme les loups, hein, les loups emblématiques. L'allégorie de la nature sauvage, c'est vraiment le loup qui l'exprime. Et là, c'est des animaux qui sont imprégnés. Donc imprégnés, c'est-à-dire qu'ils vivent en connaissant les personnes humaines qui les accompagnent. Vous savez, c'est l'expérience de Konrad Lorenz qui a suivi et qui a été au milieu des oies. Et donc les oies se posaient sur sa tête. Il y a des photos célèbres de la grande aventure, de l'expérience comme ça scientifique. Et donc on a utilisé cette expérience, ce procédé. Et donc on prend tous les animaux tout petits, hein, quelques jours, sinon quelques heures, mais on ne les prend pas dans la nature sauvage. On n'a pas le droit, moralement, et vis-à-vis des conventions qui peuvent régir l'approche avec les animaux. Non, ils sont dans des petits sanctuaires, dans des petits conservatoires, disons, où on préserve et on accompagne ce qu'était l'expression des animaux sauvages. Donc on prend des petits loups, on prend des petits renards, mais qui n'étaient pas sauvages au début. Ils étaient encore une fois dans des petits domaines dans lesquels l'homme était là. Et donc on les prend et on devient des parents de substitution. Et donc les animaux se sentent libres. Oh, ils ne sont pas du tout dressés. On ne leur apprend pas à faire quelque chose. C'est pas comme des chiens qui se dressent comme ça. Oh, qu'il est joli le toutou. Ce ne sont pas des toutous du tout. Ce sont des animaux libres et qui aiment bien notre présence parce qu'elle leur semble protectrice. Et donc, on navigue avec eux, on évolue avec eux, et on peut même courir à toute vitesse. Et là, c'est pas simplement des animaux imprégnés, mais de trouver la technique, et la technique d'élaborer des machines, des plateformes qui peuvent aller aussi bien que les instruments, que les espèces. Et je te laisse continuer sur qu'est-ce que c'est la technique que l'on met au point pour suivre les animaux. Oui, on parlait des tournages sauvages tout à l'heure. On aurait bien aimé filmer les loups ou les lynx en sauvage, mais malheureusement, en Europe et en France particulièrement, ils sont tellement peu nombreux et tellement furtifs, ils ont tellement peur de l'homme que, avec toute la patience du monde, des Laurent Charbonnier ou des Philippe Garguil n'auraient rien pu filmer. Donc pour filmer ou des scènes même qui n'existent plus aujourd'hui, comme la course des loups avec les chevaux, une scène qui a existé dans le passé, hein, il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans, mais qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus vraiment de chevaux sauvages et il y a trop peu de loups. Voilà, donc on est passé par, entre guillemets, l'artifice de l'imprégnation dont parlait Jacques, qui nous permet de retrouver une proximité avec l'animal, une proximité qu'on a expérimentée dans les films précédents, en Afrique, en Amérique du Sud, au Galapagos, en Antarctique, pour faire le peuple migrateur ou océan. C'était avec des animaux sauvages, mais il y a des endroits où les animaux n'ont pas peur, contrairement à l'Europe. Donc voilà, en Europe, pour retrouver cette proximité, il a fallu pour certaines espèces les imprégner. Et donc une fois qu'on a imprégné ces animaux, comme les loups, on a mis au point des machines pour pouvoir les accompagner. Parce que le principe des films de Jacques, c'est vraiment de ne pas regarder, ne pas être là sur le bord du chemin et regarder passer les animaux, c'est de les accompagner, d'être au plus près de leurs mouvements pour sentir leur vitalité, toute la force de l'expression de leur vie.
et d'avoir la caméra toujours auprès de leur regard, de les envisager comme de vrais personnages, quelle que soit leur vitesse, s'ils volent, s'ils nagent, s'ils courent. Et là, en l'occurrence, les loups courent à toute vitesse dans la forêt avec les chevaux. Et donc, on a mis au point un scooter électrique, donc qui ne fait pas de bruit, qui est électrique, donc qui a des accélérations vraiment phénoménales, qui peut partir aussi vite que les loups à toute vitesse, et qui est suffisamment étroit et agile pour pouvoir slalomer vraiment entre les arbres, parce qu'évidemment on ne suit pas une route forestière, on est vraiment entre les arbres. Et donc il a 4 roues, donc c'est un scooter prototype mis au point par Alexandre Bugel, et voilà, et donc il transporte devant ou derrière un caméraman qui est équipé d'un Steadicam. Et voilà, ce caméraman a su se faire accepter par les loups, parce que d'autres caméramans n'ont pas réussi ça. Il y a un courant qui est passé entre lui et les loups ont accepté de courir à côté du scooter, ce qui a permis au caméraman de filmer à hauteur des yeux du loup, ces loups en pleine course, derrière le sanglier, derrière les chevaux. Stéphane, aucun animal n'a été maltraité pour le film. On pense par contre qu'il y a des opérateurs qui se sont pris quelques branches. Non, on n'a pas eu de blessés à déplorer, heureusement. Et pour le scarabée, comment vous avez fait? Parce que ce plan est fou. Oui, pour le scarabée, enfin, il faut dire qu'en ce qui concerne les insectes, en les ayant observés, on sait quelle est la direction, le chemin, même s'il est aérien, la façon dont il se déplace. Donc on a prévu, vous savez que le scarabée qui vole, il vole pendant 3 jours, ou 4 jours, ou une journée par an. Donc c'est au moment de la frénésie donc érotique, sexuelle, et qui fait qu'il cherche la compagne, il cherche la compagne, c'est le mâle. Et donc il vole. Et il vole dans des allées toujours à même hauteur, mais avec une force, je vous assure, vous baissez la tête. Quand vous le voyez arriver, on baisse la tête et il passe. Mais il passe parce qu'il a un rendez-vous, il espère avoir un rendez-vous, et il va retrouver la compagne supposée. Donc voilà, c'est un jeu un petit peu comme dans ce film, comme dans tous les films qu'on a pu faire, c'est un peu de connaître.